on va résumer rapidement ce qu'on a vu la dernière fois. On a dit que le sujet qui va nous préoccuper cette année, c'est comprendre notre époque. C'est ça le sujet qui va être le sujet de notre réflexion et de notre étude pendant cette année. On a dit qu'il y a un passouk dans Dvarim Perek Lamed où on nous demande Binu Shnot Dor Vador, la bête bête. Perek Lamed Bet, Binu Shnot Dor Vador, ça veut dire de comprendre chaque génération. Et on a dit qu'en particulier dans des générations où il se passe tant de choses, où en 100, 150 ans, le peuple d'Israël revient sur sa terre, il y a des événements si importants et si graves comme la destruction du judaïsme d'Europe, la Shoah, et en même temps, quelques années plus tard, la création de l'État d'Israël. C'est des générations qu'on ne peut pas faire l'économie de cette étude-là. On n'a pas le droit dans ces générations-là d'être dans une espèce de rapport de caloute roche où on continue à vivre la tête dans les nuages ou en regardant nos pieds sans forcément se poser la question de qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu est en train de faire avancer. Donc en particulier dans notre génération, il y a une importance de faire ce mouvement-là de réflexion et d'étude. On doit faire ça depuis nos Mekorot, dans la Gemara, dans le Tanakh, dans les Gdolé Israël. Aujourd'hui, on va étudier beaucoup de Maharal en particulier, le Maharal Mibrag. On doit faire cette réflexion-là à partir de nos sources. C'est pas normal que sur la Sugia de Kriyat Shema, on connaisse les avis des Rishonim, les Gemarot, les avis des Achavonim, etc. Et sur la Sugia de comment Akadosh Baruch Hu fait avancer l'histoire à notre époque, là-dessus, on n'est en soi que en mode trouchot, beten, c'est-à-dire des impressions qui sortent du ventre, sans que ce soit ni réfléchi, ni étudié. Donc c'est pour ça qu'on va essayer d'étudier ça. La dernière fois, ce qu'on avait vu, c'était la question de Bemaï Askinan. De quoi on est en train de se préoccuper. Lorsqu'on s'occupe du sujet de la libération, la délivrance d'Israël de l'exil, de quoi on s'occupe? Est-ce qu'on s'occupe juste d'un peuple qui vivait mal dispersé et on a trouvé un moyen de les regrouper? Et tant mieux pour lui. Et on avait vu dans Yecheskel, si vous vous souvenez bien, Lo le ma'anchem ani ose, ki im le ma'an shem kuchi. C'est pas pour vous que je fais ça. Le sujet de la Géoula d'Israël, le sujet et en général, le sujet de l'histoire d'Israël, Lo le ma'anchem ani ose. Je fais pas ça pour vous. Ki im le ma'an shem kuchi, mais je fais ça pour mon nom. Je fais ça pour mon projet, je fais ça pour le dévoilement de mon projet dans ce monde. Donc d'autant plus, si on comprend que l'histoire d'Israël, c'est pas l'histoire d'un autre peuple. Il y a 70 peuples et il y a un 71e qui est Israël, qui a son histoire, ses hauts et ses bas, ses difficultés, ses enjeux politiques, etc. Mais si on comprend que le sujet de l'histoire d'Israël, c'est le sujet du dévoilement de la Shrina dans le monde, comme on avait vu la dernière fois, dans le Ramchal, Messiat Yesharim Perek Yud-Tet, on avait vu que le sujet principal de la vie de l'individu, sa kavana dans ce monde doit être de faire tout pour faire avancer le projet, la volonté d'Akadosh Baruch Hu dans le monde, et ça passe par Israël. Ça passe par le peuple d'Israël. Jusque-là, c'est ce qu'on a fait la semaine dernière. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Ce qu'on va faire aujourd'hui, tout simplement, c'est on va essayer de définir la notion de Galout et la notion de Géoula. Comme dans tout sujet, si on veut être sérieux, il faut définir les termes du problème. Souvent, quand tu parles avec des gens de ces sujets-là, eh ben, c'est en mode
Mais non, c'est pas possible que ce soit la Géoula. Regarde, il y a des guerres, regarde, il y a des trucs qui vont mal, et regarde, il y a des gens qui ne sont pas encore Shomrei Torah ou Mitzvot, etc. Et quand on creuse, on voit que la définition de Galout et la définition de Géoula, quand est-ce qu'on parle de la période de l'exil, et quand est-ce qu'on parle plus de la période de l'exil, mais de la période qui est la période de Géoula, la définition même de ces termes n'est pas claire. Et donc, on ne peut pas commencer à réfléchir. Donc, si cette définition n'est pas claire, on ne peut pas savoir. Donc c'est ce qu'on va essayer de faire aujourd'hui. Si on demande à tout un chacun, c'est quoi cette définition de Géoula? Comme je l'ai dit, ça peut être la période où tout ira bien. La période où il n'y aura plus de guerre. Délivrance. La période de délivrance. Bon, déjà, c'est la traduction. C'est quoi, la délivrance de quoi? Hein? Mashiach. Beth Amikdash. Nevoa. Et la vérité, c'est que tout ça, c'est vrai. Tout ça, c'est vrai. La question, c'est à partir de quand? C'est un petit peu comme si je vous disais, c'est quoi l'âge adulte? Alors, l'âge adulte, c'est lorsque la personne arrive à pouvoir subvenir à ses besoins par lui-même. L'âge adulte, c'est lorsqu'il a une certaine maturité intellectuelle. L'âge adulte, c'est ça. Très bien, la question, c'est à partir de quand on dit qu'on est passé à l'âge adulte. C'est deux questions différentes. Qu'est-ce qui est compris dans l'âge adulte? C'est une chose. Il y a plein de choses dans l'âge adulte, c'est une longue phase. Et il y a, à partir de quand tu parles plus d'adolescence ou d'enfance et tu parles d'âge adulte. Vous comprenez l'exemple? Ok. Pour définir ça, on va étudier le premier pérec d'un livre du Maharal de Prague qui s'appelle Netzach Israël. Le Maharal de Prague, le Rav Kook dans Mamre Areya l'appelle Gadol HaOlam, un des géants du monde. C'est une des chitotes rouchaniot les plus complètes et où, même si on n'a pas tous ces livres, on a des livres qui, de manière extrêmement structurée, font le tour de sujets entiers. Tiferet Israël, on prend tout le sujet de Torah Mitzvot et on l'approfondit. Gvurot Hashem, on prend tout le sujet de la création du peuple d'Israël à travers l'exil d'Égypte et on l'approfondit. Alors c'est quoi Netzach Israël? C'est quoi le sujet de Netzach Israël? Déjà, pour comprendre ce sujet de Netzach Israël, il faut comprendre quand vit le Maharal. Le Maharal, il vit au XVIe siècle. Il est né en 1520. Qu'est-ce qui vient de se passer au XVIe siècle? Ce qui vient de se passer au XVIe siècle, c'est Girouche Sfarad. Qu'est-ce que c'est Girouche Sfarad? Expulsion des Juifs d'Espagne. D'accord? L'expulsion des Juifs d'Espagne, c'est à l'époque un tremblement de terre terrible dans l'exil du peuple d'Israël. C'était une des communautés qui était les plus grandes, c'était une des communautés qui centralisait le plus de Juifs, qui avaient vécu, on avait des Juifs qui étaient le bras droit, qui étaient ministres, qui étaient des bras droits, etc. Et là, on doit partir, ou on doit renoncer à appartenir à Israël, on doit devenir catholique. Donc c'est un énorme tremblement de terre dans le peuple d'Israël. Petite anecdote pour que vous vous rendiez compte un petit peu. On n'avait pas le droit de prendre de biens, très peu de biens. Par exemple, les communautés ne pouvaient pas prendre leur Sifrei Torah. Et j'ai lu il n'y a pas longtemps, quand j'étais à Tzfat, dans une des Bate Knesset, on dit qu'il y a un Sefer Torah qui vient de l'époque qui a précédé Girouche Sfarad. Et comment on a réussi à le faire sortir? Comment les communautés faisaient pour faire sortir les Sifrei Torah d'Espagne au moment de l'Inquisition? Vous avez une idée? On prenait l'homme le plus sage et le plus âgé et on lui enlevait ses vêtements, on prenait le rouleau du Sefer Torah, on enroulait le rouleau autour de cette personne-là et après il mettait ses vêtements.
et ils faisaient toute la traversée, que ce soit pour aller en Afrique du Nord, aux Pays-Bas, là où les Juifs ont réussi à aller, ils faisaient la traversée, ou en tout cas il arrivait jusqu'au bateau, jusqu'à un endroit où on ne pouvait plus le voir, avec le Sefer Torah collé à lui. Et imaginez-vous que si on le voyait, si les autorités d'inquisition le trouvaient, ça, à mon avis, quand on voit ce que Israël a été prêt à faire pour ne pas abandonner la moindre lettre, le moindre commandement, pour ne pas abandonner son attache à l'éternité d'Israël, de la destinée d'Israël, ça impose un sérieux à nos vies aujourd'hui. Parce que si on a dû traverser des choses si terribles, et à chaque génération, le peuple d'Israël a été capable de faire des sacrifices, de donner tout pour ne pas se détacher de la grandeur de cette destinée-là, du projet d'Hachem qui passe par Am Israël. Alors ça nous oblige aussi, nous, à ne pas avoir un rapport de Kalut Roche. Vous en particulier, je ne sais pas combien de temps vous allez être en yeshiva, j'espère le plus possible, 1 an, 2 ans, 4 ans, 6 ans, Kenyerbu. Alors vous devez avoir ce rapport-là, vous devez avoir un rapport qui est que c'est des années qui sont des années du plus grand sérieux pour apprendre un maximum, s'attacher un maximum à la chose, avoir des outils d'étude. Lorsque vous finissez cette année-là, vous savez étudier des Gemarot seuls, vous savez étudier des Rishonim et des livres de Moussar et de Marshava seuls. Vous avez les outils pour continuer toute votre vie. C'est dans ces années-là que ça se fixe. Je sais que c'est la première année en Israël, que c'est sympa, et qu'on a eu des copains. Un jour, on vous racontera des histoires d'autres. Nous, on était en Shiur Aleph ici. Je sais pas, il n'y a plus personne de mon époque chez les Français qui a les Shiva. Il y a quelques. Non, il y a quelques dossiers. Mais pour autant, avec le recul, il y a une importance à ces années-là, vous n'avez pas idée. Vous êtes en train de sculpter tout le reste de votre vie et vous devez avoir en tête ce sérieux-là, vouloir étudier plus, 1 heure de plus, 2 heures de plus, avec le plus grand sérieux, poser des questions maintenant, poser des questions, ayez des pistes de réponse maintenant. C'était la parenthèse. On reprend maintenant. Donc Netzach Israël, ça écrit à ce moment-là, d'accord, au moment où le peuple d'Israël vit un traumatisme gigantesque. Ça fait 1500 ans que le peuple d'Israël est en exil. Et il n'y a pas de porte de sortie visible. Le peuple d'Israël n'a pas tout simplement les outils pour se recréer, revenir sur sa terre. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Quand on voit les descriptions, même au XVIIIe siècle, au XIXe siècle, à quoi ça ressemble les Eretz Israël. Et les descriptions de Mark Twain, je ne sais pas si vous avez lu Mark Twain, description de Chateaubriand, je crois qu'il était là aussi. Il dit qu'il a fait, je sais pas, de la côte jusqu'à Tibériade à pied, ou je ne sais pas comment il disait ça à l'époque, sans voir quoi que ce soit de vivant. Je témoigne. Hein? Ouais. Tu témoignes quoi? Voilà. Tu as vu ça aussi? Ouais. Sans voir quoi que ce soit de vivant, c'est-à-dire pas d'hommes, pas d'animaux, pas de buissons. Tu parles d'une période où la terre d'Israël est aride, tu parles d'une période où le peuple d'Israël est aux 4 coins du monde, où chaque communauté arrive à peine à réfléchir au lendemain, à comment on va réussir à survivre encore 2 jours, etc. C'est ça Am Israël. C'est ça Am Israël à cette époque-là, et en plus, on vient de se faire virer d'Espagne, et donc, le temps, ça use les consciences. Quand ça fait 50 ans qu'on est parti, on est encore plein de la certitude, des prophètes qui nous ont dit vous allez revenir, vous allez vous rétablir, etc. Ok, 50 ans. Mais là, c'est pas mon père, c'est pas mon grand-père, c'est pas mon arrière-grand-père qui était là. C'est d'un point de vue historique, tangible, j'ai personne qui était là-bas. C'était à 1500 ans qu'on était peut-être en Eretz Israël. Alors commencent à apparaître des chitotes différentes. C'est-à-dire commencent à apparaître de nouvelles conceptions. Par exemple, le christianisme nous répète, au fur non-stop, vous avez été remplacé. Oui, vous
vous étiez à un moment, vous étiez le favori, le projet devait passer par vous et tout, mais maintenant, regardez, vous êtes le plus méprisable des peuples, vous n'avez aucune réalité de peuple, vous vivez éparpillé, etc. Maintenant, ça passe par nous. Aujourd'hui, quand ils disent ça, c'est risible, mais à l'époque, c'est pas risible du tout. Ça fait 1500 ans qu'on n'a plus d'existence en tant que peuple. Et eux, c'est eux qui, depuis Rome, puis toute l'Europe, c'est eux qui fixent. C'est quoi la civilisation, c'est quoi la culture? D'accord? Donc peut-être que c'est vrai. Première possibilité. Deuxième possibilité. Au sein même du judaïsme, le fait de dire, bon, d'accord, on ne nous a pas remplacés, etc., on est en exil, mais peut-être que c'est un but en soi, l'exil en fait. Peut-être que tout ça, tout ce qu'on a vécu, Yetziat Mitzrayim, Matan Torah, Beit Rishon, Beit Sheni, tout ça, c'était une préparation pour qu'on puisse être en exil, dévoiler le message d'Akadosh Baruch Hu en exil. Ah, et tous les textes qui parlent du retour, non, c'est des allusions, c'est des méchalim, c'est... Toutes ces conceptions-là, elles peuvent apparaître. Aujourd'hui, tu dirais, bah, tu regardes nos textes, tu regardes notre filote, c'est évident qu'on doit revenir. Mais lorsque ça fait 1500 ans qu'on est en dehors de ça, et que on ne voit pas comment, ou d'où la solution va venir, et ben ces conceptions-là, elles commencent à entrer. Donc le Maharal de Prague, il vit là-dedans. On est au XVIe siècle, d'accord, il est face à ça. Et donc c'est à ce moment-là qu'il écrit le livre Netzach Israël. D'où ça vient le titre Netzach Israël? Ça vous dit quelque chose? Dans Shmuel? Non mais tu l'as. Je sais que tu l'as. Hein? Oh! Tu sais que c'est bon? Ouais, vas-y. Continue, t'as la névoie, t'es parti. D'accord. Chapitre 15. Je me rappelle que c'était par là, et après... Hein? Quoi Lorsque Shaoul perd la royauté. Lorsque Shaoul perd la royauté et que la royauté est donnée à David Améler. Alors, Shaoul demande à Shmuel, demande à être pardonné par Shmuel. Et Shmuel lui répond, Netzach Israël lo yishaker. L'éternité d'Israël, les Mefarshim disent, c'est quoi l'éternité d'Israël? C'est Akadosh Baruch Hu qui se dévoile de manière éternellement dans Israël. Lo yishaker, ne mentira pas. Comment les Mefarshim expliquent ça? Comment Rashi sur place explique ça? Il explique. Maintenant, Akadosh Baruch Hu a fait la promesse à David que la royauté passerait par lui. Et donc, il ne va pas changer maintenant son programme. Netzach Israël lo yishaker. D'accord? Donc là, le Maharal se sert de ce passouk-là, Netzach Israël lo yishaker, pour faire un livre tout entier dont le sujet est que les promesses qu'Akadosh Baruch Hu a fait à Am Israël de retour d'exil, que le projet passe par Am Israël, etc., ces promesses-là ne mentiront pas. D'accord? Le sujet de ce livre, et de son premier pérec qu'on va voir en particulier, le sujet de ce livre, c'est une espèce de grande consolation en période sombre. À part ça, ce livre, c'est toute l'historiosophie de Am Israël. L'historiosophie, c'est la philosophie de l'histoire. Comment on voit, comment on conçoit l'exil, pourquoi il y a eu l'exil, qu'est-ce que l'exil vient réparer, comment la Géoula va se passer, les différentes étapes dans la Géoula. Ça fait vraiment tout le sujet. Mais avant tout, le sujet principal, c'est ne renoncez pas. Netzach Israël lo yishaker, c'est une longue période sombre, mais ça va revenir. D'accord? C'est ça le sujet de Netzach Israël lo yishaker. Très bien. Alors commençons. Le premier pérec, le Maharal pose les bases de son livre. J'ai pas tout ramené et on va pas tout lire, parce qu'on n'aura pas avoir le temps de tout lire. Mais on va essayer de faire le principal, en tout cas ce qui nous intéresse dans notre sujet, qui est la définition de Galout et Géoula, si vous vous souvenez. Première phrase. Vezé qui en safek, qui a Galout ou Shinui veyetzia min haseder. Là, le Maharal déjà fait éclater toutes les conceptions qu'on vient de voir. Il dit en safek, il n'y a aucun doute qu'il y a Galout, que l'exil, ou Shinui veyetzia min haseder. C'est un changement et c'est une sortie de l'ordre.
c'est pas dans l'ordre des choses que le peuple d'Israël soit en exil. Alors toutes vos conceptions là, que en fait c'est peut-être comme ça maintenant que ça doit être. Maintenant on ne doit plus être un peuple sur sa terre, etc. Maintenant on doit être une religion, plein d'individus qui essaient d'avancer dans le même sens, des communautés à droite à gauche. Je sais pas, vous connaissez la blague? Alors, je sais plus. J'ai entendu plusieurs guirsottes de la blague, donc je suis pas sûr de qui dit quoi. Mais je crois que c'est un homme politique français, socialiste, qui était juif. Je crois que c'est Mendès France, mais je suis pas sûr. Vous vérifierez. Qui dit, peut-être à Bodamir, peut-être à Ben Gurion, bon, pour la blague, c'est pas très important, qui dit que les choses soient claires. Moi, les choses soient claires. Je suis d'abord français. Après, je suis socialiste. Et après, je suis juif. Et Goldamir lui répond, t'en fais pas. Chez nous, on lit à l'envers. En gros, qu'est-ce que ça veut dire? C'est une conception, c'était une vraie conception. Une vraie conception qui est que on appartient maintenant à la nation française. Ok? On appartient maintenant à la nation française, on appartient maintenant à la nation allemande, on appartient à la nation américaine. Vous connaissez ou pas ces juifs qui ont la kippa avec le drapeau américain et le drapeau israélien comme ça? Vous les connaissez? Ouais. Ah, c'est Incroyable. Ça c'est bon ça. Alors dire quoi? Dire en gros. Ah non, c'est Enrico Macias. C'est Enrico Macias qui dit ça. Israël c'est mon père, non, la France c'est ma mère, etc. Vous devez choisir. C'est pro-israélien. Hein? Avec Message, c'est pro-israélien. Non mais je suis pas venu faire de la Non. ce soir. Non, C'est pas. Hein? Une motivation. Je rigole. Stan, je viens juste pointer du doigt une conception. La conception est que, au fur et à mesure, si on voulait rentrer un petit peu plus dans l'histoire, on se rendrait compte que c'est à partir de Napoléon, etc. On ne va pas faire le boulot. En gros, au fur et à mesure, on arrive à croire qu'on appartient à une nation, qui est la nation française, la nation américaine, la nation allemande, et on est de confession juive. Ça veut dire, j'ai une croyance qui appartient que à mon domaine privé, qui c'est uniquement ce que je fais à la maison, ça ne concerne pas du tout le domaine public, et j'appartiens à la destinée française, mais j'ai une croyance. Croyance bouddhiste, croyance chrétienne, croyance... Contre cette conception-là, le Maharal en une phrase. Agalut zeshinui vietia menaseder. L'exil, c'est une sortie de l'ordre du monde. On n'est pas censé être en exil. C'est pas un but en soi, c'est pas ça la réalité du peuple juif. C'est quelque chose qui est anormal. C'est une anomalie de l'histoire. En une phrase. Maintenant, on va essayer de trouver à travers les 3 petits paragraphes la définition que le Maharal apporte de l'exil et de, donc, la Géoula. שהשם יתברך סידר כל אומה במקומה הראוי לה, וסידר את ישראל במקומם הראוי להם. Parce que Hachem a ordonné, structuré chaque peuple à son endroit, à un lieu qui lui convient. וסידר את ישראל במקומם. Et Israël, le peuple d'Israël aussi, dans le lieu qui leur convient, chez vous, Eretz Israël, qui est Eretz Israël. והגלות מן מקומם הוא שינוי ויציאה לגמרי. Et donc, le fait de sortir de leur endroit, l'endroit qui a été décidé pour eux, ou sinon il vient les gamins, c'est quelque chose qui est un changement et une sortie de l'ordre, c'est une anomalie. Et toutes les choses, lorsqu'elles sortent de leur lieu naturel, et elles sont hors dehors de leur lieu, elles n'ont pas de amida, elles n'ont pas de possibilité de rester dans leur endroit qui est pas naturel. Mais elles tendent à revenir à leur endroit naturel. On va expliquer ça dans 2 secondes. Le Maharal a dit d'abord une chose. Il dit, le peuple d'Israël appartient à un lieu. De la même manière que toutes les nations, tous les peuples appartiennent à un certain lieu, mais il dit un peu plus que ça. Il dit un lieu qui leur convient. Un lieu qui leur convient. Là, le Maharal, c'est un truc important pour comprendre le Pérec. Le Maharal, là, il nous explique des choses de manière comme s'il devait expliquer ça à un enfant. Après le Maharal, c'est beaucoup de midrashim,
beaucoup de profondeur, il explique beaucoup de pnimiut à Torah de manière avec son langage à lui. En général, le Maharal, c'est pas facile, ça demande du temps. Ce périple-là, il est facile. Pourquoi? Parce que là, on parle des bases. On doit d'abord essayer de rassurer le peuple d'Israël que cette période obscure-là, elle est passagère. Donc on doit maintenant parler avec un hybride simple. On doit expliquer les choses simplement. D'accord? La base. Là, il ne va pas commencer à nous dire le lien profond qui existe entre Eretz Israël et le peuple d'Israël. Là, il nous dit déjà, tous les peuples ont un lieu de résidence. Ce lieu de résidence leur convient de la même manière. Le peuple d'Israël a un lieu de résidence qui est une terre, qui est la terre d'Israël. S'il sort de cette terre-là, il y a quelque chose qui est anormal. Jusque-là, on comprend. Il parle de manière simple dans ce périple. Nous, on peut un petit peu plus creuser sur le fait que le lieu convient. Le Kuzari, ou Rabbi Yehuda Halevi, explique que de la même manière que tu peux avoir une vigne qui au niveau génétique est très bonne, elle peut te faire de très bons raisins, mais si elle est dans des mauvaises conditions climatiques, dans des mauvaises conditions topographiques, géologiques, mauvaise terre, mauvaise exposition au soleil, et bien même si au niveau de l'ADN, au niveau de ce qu'elle est, et ben elle est très bonne, puisque le cadre ne convient pas, alors elle ne sortira pas grand-chose. Le Kuzari dit, le peuple d'Israël, la terre d'Israël, c'est ça. Alors c'est très compliqué pour nous de comprendre ça, parce que nous on a une impression que la terre, c'est quoi? C'est rien, c'est de la boue, ça n'a pas tellement d'influence sur qui je suis, sur qui est le peuple qui vit dessus, etc. On voit que le rapport qu'a la Torah, pas notre sujet aujourd'hui, mais le rapport qu'a la Torah aux choses, c'est pas ça. Il y a une place qui est donnée à l'endroit. Le Beth Amikdash peut être construit n'importe où. Yerushalayim, c'est pas n'importe où. Eretz Israël, c'est pas n'importe où. Eretz Israël, Mikudeshet Mikol Haratzot. Yerushalayim, Mikudeshet Mikol Eretz Israël. On voit que le lieu a une influence sur celui qui y réside. Ça, c'est la conception de la Torah. Ça, c'est quelque chose à approfondir. C'est pas quelque chose qui est intuitif dans notre conception aujourd'hui. Pour autant, le Kuzari donne cet exemple-là et il dit que Am Israël, lorsqu'il est en dehors d'Eretz Israël, alors ses qualités profondes ne peuvent pas apparaître. Juste, peut-être que. Ok, peut-être dans l'idéal, Israël, c'est ce qui convient à tout le monde. Ouais. Parce qu'après, peut-être que pour Monsieur X, ça ne lui convient pas du tout et qu'il ne se sent pas à l'aise dans cette terre et que peut-être qu'il se sent mieux en galoute. Après, qu'est-ce qu'il Après, si on parle du ressenti de la personne, c'est autre chose. On n'en parle pas du ressenti, on parle de l'essence. Au niveau de l'essence. Moi, par exemple, au niveau du ressenti, me lever à 6h du matin faire la tefila, c'est pas exactement ça. Au niveau du ressenti, c'est pas exactement ça. Mais si tu veux pas en fonction du ressenti, tu peux en fonction de l'essence. En fonction de l'essence, Adam et Ramalulad, et même si des choses qui sont pas forcément simples au niveau du ressenti, ça peut au niveau de l'essence être vrai. Tu comprends? Donc on a vu le premier critère. Le premier critère, c'est Makom, un lieu. Et lorsqu'on est en dehors de ce lieu-là, il y a quelque chose d'anormal. C'est la première idée. Dans le même paragraphe, le Maharal dit une deuxième idée, qui est que lorsque quelque chose est en dehors de son endroit tivi, Rakem Chosrim Limkomam Ativi, quelque chose qui est en dehors de son endroit naturel, il tend à revenir à son endroit naturel. Ça, c'est une idée qu'on va développer un peu plus après, mais je vous donne un exemple. L'exemple du ressort. La phrase. Quelque chose qui est en dehors de son endroit naturel tend à revenir à son endroit naturel. Ok? Un exemple. Tu as pris un ressort. Un ressort est censé faire cette taille. D'accord? Tu le prends et tu l'étends. Qu'est-ce que tu as fait? Tu as créé, donc au final, l'étendue. D'accord? Mais au final, qu'est-ce que tu as créé? Tu as créé une tension de revenir à l'état normal. D'accord? Alors, lorsque tu prends quelque chose et que tu le déformes, eh ben, lorsque cette chose elle a une certaine solidité, tu as des forces qui cherchent à le remettre dans son état normal. C'est ce dont le Maharal parle. Il dit, et on va voir ça à la fin, il dit
lorsque le peuple d'Israël est dans une réalité qui est anormale, il y a une force qui naît de revenir à la norme. Et c'est là. On ne veut pas revenir sur une norme sans qu'il n'y a pas le Beth Amikdash encore, non? Alors, pourquoi tu dis ça? Parce que c'est la norme, c'est avoir le Beth Amikdash. Alors c'est ce qu'on a vu au début. Au début, on a dit, il ne faut pas parler du ventre. C'est la règle du jeu. La règle du jeu, c'est de parler par le texte. Ça veut dire que si tu me poses la question à moi, avant d'avoir étudié, je dirais oui. L'idéal, c'est Beth Amikdash, Mashiach, Parce que là, ce qu'on a vu, c'est ce qu'on va essayer de comprendre, c'est quoi la définition de la Géoula. D'accord? Et on va voir s'il parle maintenant de Mashiach, s'il parle maintenant de Beth Amikdash, s'il parle maintenant de Triat HaMetim, on va voir s'il parle de ça. D'accord? Très bien. Deuxième paragraphe. Ukmochen hapizur eino davar tivi. וכמו שחוזר כל דבר ודבר אל מקומו, כך חוזרים החלקים המפוזרים הנפרדים להיות כלל אחד. De la même manière, la dispersion, c'est pas quelque chose de naturel. וכמו שחוזר כל דבר ודבר אל מקומו. Et comme chaque chose revient à son endroit, comme on a vu dans le premier paragraphe, כך חוזרים החלקים המפוזרים הנפרדים להיות כלל אחד. De la même manière, les choses dispersées cherchent à redevenir un. Cherche à redevenir unifié. Un exemple. C'est pas naturel qu'un corps humain soit écartelé. C'est pas naturel qu'un corps humain, t'aies la tête là, le foie là-bas, les jambes d'un autre côté, etc. C'est pas naturel. Pourquoi? Parce que tu considères que le corps humain, c'est un organisme. Un organisme, ça veut dire que c'est plein de trucs différents. Le corps humain, c'est pas toujours les mêmes cellules, pas toujours les mêmes fonctions, mais ils fonctionnent bien ensemble. Ça veut dire le cœur donne le sang, le cerveau donne les ordres, le foie donne les hormones, etc., etc. Ça fonctionne bien ensemble. Ça veut dire que c'est une entité cohérente lorsqu'elle est ensemble. Lorsqu'elle est ensemble, ça fonctionne bien. Chacun a son rôle. Si on prend un truc là, un truc là-bas, etc., en général, ça ne tient pas, ça meurt. D'accord? Donc là, le Maharal nous dit qu'il y a une deuxième anomalie. Première anomalie, on a dit un endroit. Deuxième anomalie, la dispersion. Si tu penses que le peuple d'Israël est une réalité qui est une entité, c'est une seule et même entité, c'est pas plein de gens à travers le monde qui ont une même foi, une même pratique, mais c'est une même entité, alors s'ils sont éparpillés, ils ne peuvent pas fonctionner comme organisme. On a vu dans les parachutes qu'il y a 12 tribus. Et Shtem Esrei Shvatim, 12 tribus, c'est-à-dire 12 pans de l'identité d'Israël, 12 fonctions différentes. Dans les brachot, à la fin, lorsque Moshe Rabbeinu fait les brachot, tu vois que Issachar il doit faire ça, Zvouloun doit faire ça, Shevet Lévi fait ça, Yehuda, Malchut, etc. On voit qu'il y a différentes fonctions, et que ces fonctions-là, elles se complètent. L'un apporte ci, l'autre apporte ça, etc. Mais si maintenant, elles sont plus regroupées, alors c'est comme un organisme qui ne peut pas fonctionner ensemble. D'accord? Donc d'une certaine manière, oui. Mais là, cette envie de redevenir un, c'est plus pour. On parle plus de. Pour des gens qui sont croyants, non? Pour des juifs croyants, pour des juifs quelconques. Alors, ça, c'est intéressant ta question, parce qu'on va en parler dans je ne sais pas combien de cours, sur le fait que, est-ce que cette intuition-là, elle n'existe pas chez le peuple juif en général? Chacun va l'exprimer d'une certaine manière, mais ça peut être une intuition qui est ressentie. De la même manière que tu vas voir que des juifs laïcs vont donner leur vie, vont mourir pendant des guerres pour que le peuple d'Israël existe. À quoi ça sert le peuple d'Israël? Pourquoi tu ne l'assimiles pas? À quoi ça sert? Non. Le peuple d'Israël, pour moi, c'est la chose la plus importante. Mais t'es laïque? Ouais. Mais il y a une intuition profonde. Ouais. Non, parce que ça encore, il y a une sorte de croyance, mais je parle plus pour une personne, elle est française, elle croit même pas en Dieu, mais elle est juive. Ouais. Et donc elle n'a pas toutes ces notions de femme Israël, etc. Et est-ce qu'elle aura cette envie? Non, Parce que c'est une envie qui c'est le truc qui est étonnant. Le truc qui est étonnant, c'est que les gens dont tu parles là, imagine-toi qu'il y a 100 ans, tu dis, bah, il ne croit même pas en Dieu, etc. Il est complètement à l'ouest, c'est truc bidule. C'est ces gens-là qui sont venus et qui ont asséché les marées, reconstruit le pays, qui sont morts pour le pays, etc. En gros, tu vas voir un réveil, tu ne sais pas d'où il vient pas du monde du conscient,
Il vient pas du fait que, je sais pas quoi, on leur a fait un bon chiot, il vient de quelque chose de beaucoup plus profond qui est que tu appartiens quand même à l'entité d'Israël. Peut-être qu'on va en parler à la fin, peut-être de ça. Ouais, mais ça, c'est ceux qui sont venus avant, là, en 23, là, qui ont construit avec Poutim. Pile en 23. C'est pour ça qu'il y en a qui pensent que... Non, mais enfin, ça veut dire, ce que je veux dire, c'est que je parle de ceux qui sont complètement assimilés, tout ça, aux autres Mais ils le en savent, France, ils sont juifs, etc. Et eux, oui, ils savent qu'ils sont juifs, mais ils font rien du tout et ils croient même pas en Dieu, quoi. Limite, Ce qu'il t'a dit, comme ces gens qui sont donc, venus. il y a quand même quelque chose de inné, parce que les gens Alors, qui sont venus en... Il y a quelque chose de inné, tu vois, on peut pas assurer que chaque individu va, d'une manière ou d'une autre, un jour, révéler cette chose-là. On peut quand même, on peut se détacher de la destinée d'Israël. Il y a des mariages mixtes, il y a des trucs comme ça. On peut se détacher de la destinée d'Israël, mais tu vois que de manière globale, de manière collective, il y a quelque chose qui rattache Israël à sa destinée qui est au-delà de sa conscience. C'est comment en fait, il y en a qui pensent que c'était lui le Mashiach Ben Yosef. Non, personne ne pense que c'était lui Mashiach Ben Yosef. Ce que le Rav Kook dit, c'est qu'il y avait dans Herzl et dans le sionisme laïque un nitzot de Mashiach Ben Yosef. Ah, bah si, c'est pas ce que tu m'avais dit. Hein? Non, mais je pense que ce que Manita dit, c'est que tu étudies avec ton Amra Riyar, il a écrit là-bas nitzot chez le Mashiach Ben Yosef. Non, ok. C'est ça? Top. Maintenant, on revient au truc. On est dans le deuxième critère. Le deuxième critère, c'est apizour. Ça veut dire le fait que le peuple d'Israël n'est pas rassemblé, il est dispersé. Vous êtes encore avec moi? Allez, un effort. Ça veut dire que le peuple d'Israël est dispersé. C'est-à-dire, comme on a dit, on ne peut plus être un organisme, on ne peut plus fonctionner ensemble. On est aux quatre coins du monde. Ça, c'est quelque chose qui est anormal, c'est une anomalie. D'accord? On reprend. Le Maharal, là, ce qu'il cherche à dire, c'est l'exil, c'est quelque chose d'anormal. La réalité d'Israël n'est pas comme ça. La réalité d'Israël, c'est d'abord, on a dit premièrement, un lieu. Deuxièmement, je vois qu'il nous reste un quart d'heure, j'aimerais bien toutes les questions, mais après, autant de questions que vous voulez. Juste pour qu'on arrive à tout faire dans l'heure. La deuxième chose, c'est le fait qu'Israël soit rassemblé ou dispersé. Ok? On passe au troisième critère. Ve'od, vous voyez le ve'od? Qui les filles, seder ha-metziut, en ra'u shetiye uma mesha'abedet be'acheret le'arbid ol aleh. Et troisième chose, c'est pas dans l'ordre du monde que un peuple soit mesha'abed. Mesha'abed, ça veut dire comment dire en français? Les sha'abed, ça vient de avdout, c'est-à-dire rendre esclave, asservir. Merci. C'est pas normal qu'un peuple asservisse un autre peuple. C'est pas normal. Pourquoi? On va expliquer. Parce que beaucoup a créé chaque peuple en soi. C'est-à-dire, un peuple, c'est une certaine identité. Et donc, il doit pouvoir l'exprimer. Il doit pouvoir exprimer son identité à lui. Si maintenant, ce peuple-là est asservi dans un autre peuple, et bien qu'est-ce qu'il fait? C'est une force de travail pour une autre identité, comme un esclave. C'est quoi un esclave? Un esclave, c'est moi, j'ai plus de volonté. Maintenant, ma volonté, c'est mon maître. Le maître, c'est lui qui fixe ce qu'il y a à faire, le projet. Et moi, je suis une force de travail dans son projet à lui. D'accord? Donc imaginez-vous dans un peuple, si un peuple est asservi, le peuple devient une force de travail pour quelqu'un d'autre. Sauf qu'Akadosh Baruch Hu a créé chaque peuple en soi, c'est-à-dire qu'il veut, et en particulier à Israël, il veut que chaque peuple fasse son projet à lui, développe, exprime son identité. Lorsque Israël est sous le joug d'autres peuples, est asservi par d'autres peuples, alors il ne peut pas exprimer qui il est lui-même. D'accord? Il peut être, comme on a dit en Espagne, conseiller du roi, toutes sortes de choses. C'est-à-dire, il fait avancer une autre nation. Il ne fait pas avancer sa propre identité. C'est le troisième critère qui est-ce qu'on est sous l'emprise d'un autre peuple ou est-ce qu'on est riboniim, c'est-à-dire est-ce qu'on est indépendant? Est-ce que notre destinée est entre nos propres mains? D'accord? On reprend les trois critères parce que... On reprend les trois critères. Le premier critère, c'est les lieux. D'accord? Le
la première chose anormale, c'est que c'est pas normal qu'on ne soit pas sur notre lieu, Eretz Israël. Deuxième critère, c'est le fait qu'on soit rassemblé ou dispersé. C'est pas normal qu'un peuple, une même entité, un même organisme soit dispersé, c'est normal qu'il soit rassemblé. Troisième critère, le fait qu'on soit sous le joug d'un autre peuple, sous la domination d'un autre peuple, ou qu'on ait notre destinée dans nos mains, une ribonoute. C'est intéressant de voir qu'à travers... Quoi ? Les deux, c'est pas normal. Tous les trois, c'est pas normal. Non, le troisième. Le troisième, ouais. C'est pas normal qu'on soit sous le joug d'un autre peuple. Un exemple. C'est intéressant de voir qu'à travers l'histoire d'Israël, il y a eu des périodes où il y avait un critère et pas les autres, ou deux critères et pas les autres. Par exemple, lorsqu'on est à l'époque du Second Temple, on est pendant un long moment sous domination perse, puis sous domination grecque, puis les Maccabim viennent et nous sauvent, et après sous domination romaine. C'est-à-dire on est sur notre terre, premier critère, on est rassemblés, plus ou moins, il y en a quand même pas mal qui sont en Babel, mais disons qu'on est pas mal rassemblés quand même, mais on n'est pas ribonim, on n'a pas notre destinée entre nos mains, on est asservi par un autre peuple. Tu peux avoir aussi quelque chose où la majorité du peuple d'Israël au début du deuxième exil était à Babel. C'est-à-dire on est rassemblés d'une certaine manière. On a ce qui s'appelle Resh Galuta, ça veut dire qu'on a une certaine autonomie mais pas très grande, mais on n'est pas sur notre terre. Et tu peux avoir ce qu'Am Israël a vécu pendant la majorité de ce dernier exil, qui est on n'a aucun des trois. Ça veut dire qu'on est dans l'anomalie la plus totale. Ni on est sur notre terre, ni on est rassemblé, et troisième chose, on est une force de travail pour d'autres peuples. D'accord ? On n'est pas ribonim, on n'est pas indépendant. Ça, le Maharal vient de nous donner 3 critères de la définition de l'exil, et à travers ça, on comprend la définition de qu'est-ce qui s'appelle Géoula. Géoula, c'est la norme. La Géoula, c'est la norme du peuple d'Israël. L'exil, c'est anormal. La norme du peuple d'Israël, c'est d'être sur sa terre, avec sa destinée entre ses mains, et être rassemblé. Et alors, on peut jouer notre rôle en tant que peuple. À partir de ce moment-là, où ces 3 choses-là sont rassemblées, on ne peut plus parler, d'après le Maharal, on ne peut plus parler je ne vais pas répondre à le temps, on ne peut plus parler d'exil. À partir de ce moment-là, on ne peut plus parler d'exil. Le Maharal va donner une preuve dans un midrash. Je vous le dis à l'oral. Le midrash, c'est lorsque Abraham Avinu fait a un dévoilement d'Akadosh Baruch Hu sur le fait que sa descendance va être en exil en Égypte. Il y a écrit Yadoa Teda. Yadoa Teda. Savoir tu sauras. Il y a une répétition. Savoir tu sauras. Savoir tu sauras que ta descendance sera en Égypte, et après ils remonteront, Veyetsu Berechouch Gadol, etc. dans les Chlecha. Le Midrash dit Yadoa Teda. Ça vient nous apprendre à chaque fois, on va quand même le lire rapidement, vous voyez, des Ramzou Chachamim, Vayomer Hashem el Avraham, Yadoa Teda, Bereshit Tetvav Gimel. Yadoa, savoir, Shani Mefazral, que je vais les disperser. Teda Shani Mekapsal, sache que je les rassemblerai. Yadoa Shani Memashkenan, savoir que je vais les mettre en mashkon. Mashkon, c'est quelque chose que tu mets dans la maison de celui à qui c'est quelqu'un t'a fait un prêt. Sauf qu'il t'a fait le prêt à condition que tu laisses ton violon dans la maison dans sa maison. D'accord ? Quoi ? Un gage, non ? Un prêt. Défi. prêt à gage ? Défi. Caution. Caution, c'est bien caution. Et en gros, donc, vous, Am Israël, vous êtes comme un mashkon. Je vous mets dans la maison d'un autre. D'accord ? Shani Mashkenam. Teda Shani Porkan, sache que je les reprendrai. Yado Shani Meshabdam, sache que je vais les asservir. Teda Shani Goalam, sache que je les libérerai de cet asservissement-là. Le Maharal dit, il aurait pu dire dans ce midrash-là, sache qu'ils vont être en exil, tu sauras que je vais les ramener. Le midrash vient expliquer pourquoi il est marqué Yado Teda, chaque fois 2 fois. Yado Teda 2 fois, parce que tu sais que je vais mettre en exil, sache aussi que je les reprendrai. Sauf que là, on voit que dans le Midrash,
on donne les 3 critères dont a parlé le Maharal. D'accord? Regardez rapidement. Mefazran, Mekabtzan, dispersion, rassemblée. Memashkenam, Porkan, Mashkon, c'est dans le lieu qui n'est pas à toi, tu le mets dans la maison de l'autre, donc c'est le lieu, d'accord? Et Meshabdam, Goalam, sache que je vais les asservir et sache que je les enlèverai de cet asservissement-là, c'est la 3e chose, d'accord? Donc le Maharal s'appuie ici là-dessus pour définir qu'est-ce que l'exil, qu'est-ce que Géoula. Il y a une autre chose qui se passe dans ce Pérec, on va le dire rapidement. Vous vous rappelez l'exemple du ressort? Oui. Alors lorsque le ressort est dans une situation anormale, en gros il y a une force qui vient et qui le tend. D'accord? Alors ce ressort-là naît en lui, en fait c'est sa solidité, qui demande un retour à la norme. Dans Am Israël, cette chose-là aussi existe. Le Maharal dit que Gaal et Gala, c'est les mêmes lettres. Gaal, comme Géoula, c'est Gimel, Aleph, Lamed. Gala, c'est Gimel, Lamed, He. Il y a une différence entre le Aleph et le He. Gaal, ça veut dire le mouvement de libération, c'est avec un Aleph au milieu. Ça veut dire c'est un retour à l'unité. C'est un retour au 1, Gaal. Et le Aleph est au milieu. On revient au 1. D'accord? Gala, juste petite parenthèse, le Maharal ne le dit pas ici, mais j'ai entendu du Ravali Bazak, les deux lettres, c'est Gal. Les 2 lettres qui sont communes, c'est Gal. C'est quoi Gal? Gal, c'est une onde. Gal, c'est un mouvement. Donc Gala, Gaal, la libération, c'est un mouvement de revenir vers le 1. Gala, c'est un mouvement de sortir. D'accord? Gala, Galout, c'est un mouvement de sortir. Géoula, c'est un mouvement de revenir. D'accord? Il y a quoi, Gala? Gala, c'est Galout. Gala. Sauf que donc, il y a un 1 au milieu, donc c'est fait de revenir au 1. Gala, avec un He, c'est, chez le Maharal, il y a une grande importance aux chiffres. Le 5, c'est quoi chez le Maharal? 4, c'est la dispersion la plus absolue. Ça veut dire les 4 coins de la Terre. Tu es dispersé aux 4 coins de la Terre. Tu es complètement dispersé. 5, ça veut dire que tu es dispersé aux 4 coins, mais il y a quelque chose qui rassemble quand même. Il y a un point au milieu, qui rassemble. C'est le 5. D'accord? Chez le Maharal, ça fonctionne comme ça. Donc Gala, c'est le fait de sortir, ce mouvement qui fait qu'on sort de la normale, on sort d'être un peuple, on n'est plus un peuple pendant une petite période, sauf que c'est pas un Dalet, c'est un He. Il y a quand même quelque chose qui reste. Cette chose-là qui reste, le Maharal va dire par la suite dans le Pérékel, il dit, cette chose-là qui reste, c'est la force de Rachel Imenu. Rachel Imenu, dans Yirmia, c'est celle qui continue à pleurer. Elle continue à pleurer sur l'exil. C'est quoi continuer à pleurer? Tu pleures lorsque tu ressens encore le manque. Tu pleures pas pour quelque chose dont tu sens pas le manque. Ça veut dire qu'il y a une force dans le peuple d'Israël qui continue à sentir le manque, qui continue à sentir que ce qu'on vit, c'est anormal. Je ne sais pas si vous connaissez ces célèbres histoires, on raconte ça sur Napoléon, je ne suis pas sûr que ce soit vrai au niveau historique, que Napoléon un jour se baladait et il voit des juifs assis par terre, les habits crades, etc. Il dit, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, notre temple est détruit, on est en exil. Il dit, oh, ah ouais, quand c'est passé? Ah, il y a 1700 ans. Il y a un peuple qui est capable de ressentir le manque comme ça, alors il est sûr de pouvoir revenir. D'accord? C'est ce qu'on dit là maintenant. En gros, la capacité du peuple d'Israël, et c'est vrai dans toutes les halachot de Tisha B'Av, les halachot des 3 semaines, les halachot que lorsque tu fais une nouvelle maison, tu dois laisser une hama sur une hama sans peinture, les halachot que lorsque tu te maries, tu casses un verre. Tout ça, c'est que Am Israël continue à vivre de manière tangible, consciente, continue à ressentir le manque, continue à ressentir que c'est anormal la réalité d'exil. Tu comprends? En gros, contre ces conceptions qui disent que d'une certaine manière, bon, maintenant il faut se réhabituer, l'ordre des choses a changé, il faut s'habituer maintenant à une nouvelle réalité. Maintenant la réalité c'est que l'identité d'Israël c'est être des individus qui ont une certaine croyance au sein d'autres choses. C'est pouvoir dire ça, c'est ne jamais avoir ouvert un sidour, c'est ne jamais avoir ouvert un tanakh, c'est ne jamais avoir parlé avec quelqu'un qui vit son identité juive. Am Israël a ce 5e point, c'est-à-dire a cette force-là
qui fait qu'ils continuent à vivre le manque, même 2000 ans après. D'accord ? Donc on est exactement comme ce ressort-là, qui alors qu'il est tendu, se crée une tension de retour. D'accord ? Se crée une tension de pouvoir revenir. D'accord ? Ça c'est ce que le Maharal dit à la fin du Pérec. Maintenant, un troisième point, et là on va finir par ça. Troisième point qu'il faut voir, c'est dans ce Midrash. Il y a Doa chez Ani, Mephazran, Teda chez Ani, Mekaptza. Sache que c'est moi qui les fais sortir, qui les disperse, c'est moi qui les rassemblerai. D'accord ? Akadosh Baruch Hu dit, pensez pas que l'histoire, ce soit quelque chose de juste de la réelle politica, juste du hasard, etc. C'est moi qui vous ai fait sortir. Le deuxième pérec de Nissach Israël, c'est les raisons de la galoute. La faute qui a créé le fait qu'on ait besoin de passer par l'exil. Mais si tu vois que je vous ai fait sortir, sache que c'est moi aussi qui vous fait revenir. Si tu vois que le peuple d'Israël est en train de passer, d'après la définition maintenant du Maharal, on change d'air avec un E. On passe de l'ère de l'exil, de la période de l'exil, on passe maintenant à la période de la Géoula. Comme j'ai dit tout à l'heure avec l'âge adulte. La période de la Géoula, elle contient beaucoup de choses, comme l'âge adulte. Elle contient énormément de choses. Mais à partir de quand on passe, à partir de quand on ne peut plus parler de période d'exil, on parle de période de Géoula, d'après les trois critères qu'on a vus, c'est à partir du moment où Am Israël revient sur sa terre, est à nouveau rassemblé, et où il a il a une ribonoute, il a son propre pouvoir. La question qu'on va devoir se poser... le truc que je veux vous dire, c'est le fait que c'est chez un Igoal, c'est ne pas voir juste quelque chose, une espèce de réalité historique qui n'est pas forcément parlante. Non, si tu vois quelque chose de si important dans le peuple d'Israël, que le retour des exils, que le retour sur la terre, etc., que le regroupement, c'est quelque chose qui est dû au Ani, c'est quelque chose qui est dû au fait que c'est Akadosh Baruch Hu qui nous fait revenir. La question qu'on va devoir se poser maintenant, ce sera le sujet des prochains cours, c'est comment ça se passe cette histoire-là ? Ça se passe d'un coup, ça se passe lentement, ça se passe par nos efforts, ça se passe de manière miraculeuse, etc. Ça faudra qu'on voit d'autres sources pour essayer de répondre à ces questions-là. Ad kan le'ayom, kol tov. Si vous avez des questions, avec plaisir.